Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler marché obligataire et plus spécifiquement sur le segment du crédit. Alors pour cela, j'ai à mes côtés pour débattre sur ce sujet Alexis Duvernay, vous me dites si je me trompe, qui est serviceur client portfolio manager pour la société Robeco. Bonjour Alexis. Bonjour. Thibaut Douard, qui est portfolio manager pour Groupama Asset Management. Bonjour. Et Ismaël Lecanu, qui est fund manager flexible crédit pour la société DNCA. Bonjour. Alors, on a vu depuis 2022, effectivement, avoir une présence plus forte dans les portefeuilles des investisseurs. On a vu que ça a plutôt bien performé, tout le monde est satisfait effectivement des rendements qui étaient attendus, soit en fonds datés, soit en fonds flexibles, soit en fonds plus classiques. Aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est faire un peu le point, plutôt sur la partie crédit, et que vous me donniez votre ressenti et ce qu'on peut peut-être attendre pour l'année 2026 et quelles sont vos stratégies, puisque vous avez dans chacune de vos maisons des fonds qui correspondent, je dirais, à différents profils d'investisseurs. Alors, je vais peut-être commencer par Alexis. Quelle est un peu la vision de la maison sur cette partie crédit et qu'est-ce que vous imaginez pour 2026? Ouais, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc ouais, pour le crédit, on pense qu'on est dans un environnement qui est assez supportif, qui est assez positif, surtout quand on regarde l'environnement macroéconomique, on voit que la croissance aux États-Unis, en Europe reste relativement stable. On a des politiques budgétaires qui sont assez aussi positives. La politique monétaire, aussi bien de la Fed que de la Banque centrale européenne, est aussi quelque chose qui devrait être plutôt positif pour l'année 2026. Et ensuite, on a un petit peu un paradoxe, on va dire, entre le fait que les spreads de crédit sont relativement serrés, sont relativement bas, mais le rendement qu'on peut obtenir sur la classe obligataire reste assez attractif. Alors ces spreads de crédit relativement bas, ils peuvent s'expliquer aussi par le fait que les fondamentaux du crédit restent vraiment assez solides. On a vu des résultats des entreprises, des bénéfices en forte croissance encore l'année dernière. Dans l'ensemble, le marché du crédit se porte vraiment bien. On voit aussi plus d'upgrade en termes de notation de crédit que de downgrade l'année dernière. Donc c'est un environnement qui reste assez positif. Et on a vu surtout un facteur technique, donc des flux d'investissement sur le marché qui restent très très supportifs. On le voit encore en ce début d'année 2026, où on a vu des émissions, des niveaux d'émissions vraiment très très élevés. On a quasiment des records. Et pourtant, le marché reste très très stable dans l'ensemble. On continue à voir les nouvelles émissions qui sont sursouscrites de façon très importante. Donc, ça reste un environnement qui, pour nous, est assez positif. Néanmoins, étant donné que les valorisations sur le crédit pur sont assez basses, comme je l'ai dit, on reste positionné de façon un peu plus prudente. Et donc, ça veut dire qu'on va favoriser plutôt des obligations avec des maturités assez courtes, avec des durations de crédit et des durations assez courtes. Et on va investir assez peu sur nos produits flexibles sur les obligations avec des notations très basses. Donc, on va rester sur des qualités de crédit un peu plus élevées et aussi avec une allocation assez importante sur la partie vraiment triple A, avec des ratings très élevés qui nous donnent de la liquidité et une possibilité de repositionner si on voit de l'opportunité. Parfait. Alors, ce qu'on fera peut-être après, c'est effectivement de parler un tout petit peu du fonds que vous mettez en avant en relation avec votre vision. Alors, Ismaël, de votre côté, comment vous voyez les choses? On parlera tout à l'heure effectivement du fonds que vous gérez. Alors, je vous entends pas beaucoup. C'est mieux avec le micro. Alors, Voilà. comment on voit les choses? C'est clair que le marché, c'est un peu ce que disait Alexis. En réalité, le marché est relativement cher. Comme on dit, il est pricé plutôt à la perfection par rapport à une macro que tout le monde voit plutôt positive. Bon, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a plusieurs scénarios. Il faut que le portefeuille il soit positionné pour, on va dire, tous les scénarios. C'est clair que si la croissance déçoit, il faut plutôt avoir un portefeuille de bonne qualité. Et donc là, je rejoins un peu vu les primes de risque, plutôt avoir un portefeuille plutôt investment grade que high yield dans ce stade du cycle.
ça devrait fonctionner avec potentiellement des baisses de taux réels si jamais la croissance déçoit. Mais nous, ce qu'on essaye de se dire, mis à part cette partie qu'on va dire qui est relativement facile à construire, c'est qu'est-ce qui se passe si la croissance accélère? Et c'est vrai que la croissance qui accélère, c'est pas un scénario non nul. On a des chiffres, notamment aux États-Unis, qui sont contrastés, mais nous, on voit plutôt des signes de rebond. Et on voudrait être indexé aussi sur cette capacité de rebond. Et donc, on se dit, dans notre stratégie, ce qu'on est en train de construire, c'est plutôt de mettre une diversification sur les obligations convertibles. Afin d'avoir une indexation sur la croissance nominale. Ça va se jouer notamment sur des secteurs industriels qui ont très décotés. Je pense notamment à la chimie en Europe. On peut jouer sur certains acteurs, toujours à la défense, des foncières cotées. Donc on se dit, même si l'environnement est bénin, il n'y a pas de volatilité, faut essayer de se préparer à la volatilité de tous les côtés. Donc du défensif avec de l'investment grade, mais un pilier sur les obligations convertibles. On pense que ça peut faire du sens si la croissance accélère. Il y a aussi un élément qu'on a en tête, parce que quand on discute avec les clients, finalement, la brique macro, on la partage tous plus ou moins, mais tout le monde est un peu stressé sur les valos, mais sur tous les marchés. Alors, on a vu des mouvements assez importants sur les taux japonais il y a quelques semaines, on l'a vu sur les cryptos, on les a vus sur les softwares. Donc, en fait, sur le fixed income et le crédit en particulier, on a un petit village entouré de volatilité. Et nous, il se passe pas grand-chose. Et finalement, la volatilité, elle est très peu chère sur le fixed income. Donc, c'est la troisième partie de la strat. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'acheter de la volatilité pas chère. Donc, ça se fait comment chez nous? C'est qu'on va acheter des options sur les CDS, sur les iTraxx, pour pouvoir se protéger si jamais, en fait, il y a un mouvement soudain de volatilité. On peut penser à la géopolitique, qui est un peu évident actuellement, des défaillances de banque centrale. Donc, il y a pas mal d'éléments qui nous perturbent. Donc, voilà, on va essayer d'équiper la stratégie avec trois piliers, en fait. Un socle IG, un deuxième pilier, un socle obligation convertible, et un troisième pilier, achat de vol, si jamais se passe quelque chose non pricé par le marché. Mais c'est clair que le point de départ, il n'est pas évident parce qu'en fait, on est dans un marché où il y a extrêmement peu de volatilité. Et c'est pas facile de générer de l'alpha quand il y a peu de volatilité. D'accord. Donc Thibaut, est-ce que vous partagez ce scénario macroéconomique? Quelle est la vision de Groupama, et la vôtre en particulier, puisque vous gérez, je crois, un fonds de subordonnées financières? Ah, j'aurais bien aimé être contrariant, mais on partage vraiment l'analyse macro, c'est-à-dire qu'on voit une croissance plutôt résiliente en Europe, assez proche de son potentiel. On pense qu'il y aura une réaccélération de la croissance aux US. C'est une des vues de nos économistes, de nos économistes ici. Donc on a un scénario plutôt positif. On a de la visibilité sur les banques centrales, en particulier en Europe. Disons qu'aux US, on peut se poser des questions. On pense toujours qu'on aura une Fed accommodante cette année, probablement de baisse de taux. Donc je dirais que c'est un contexte qui est généralement favorable pour les actifs risqués et en particulier pour le crédit. On n'a pas non plus une croissance folle, on a une inflation qui est plutôt sous contrôle, donc a priori, on a un scénario qui est plutôt positif. Comme le disaient mes collègues, le marché est cher, on ne se voile pas la face, les primes de risque sont proches des points bas sur quasiment tous les segments du marché du crédit. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner, parce que le contexte est toujours favorable, donc on voit plutôt une stabilité en fait à ces niveaux-là. Et nous, en fait, dans cette optique, on privilégie vraiment les stratégies de portage. Stratégie de portage avec rendement un peu plus élevé. Donc c'est pour ça qu'on a une vue assez positive sur les subordonnées financières. On pense que les hybrides corporate ont un rôle à jouer aussi cette année en termes d'allocation. Sur ce dernier segment, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le surplus de rendement par rapport à une investment grade classique, on va dire, sur une duration qui est plutôt maîtrisée, puis avec des secteurs sous-jacents qui sont finalement assez défensifs. Parce que 80% des émetteurs hybrides sont soit des entreprises telco, utilities ou énergie, donc des secteurs plutôt défensifs et assez peu cycliques. Sur les financières, ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire fondamentale. Pour le coup, on a un secteur bancaire en Europe qui a jamais été en aussi bonne santé. On a une vraie visibilité sur les bilans, que ce soit sur la partie compte de résultats. On voit pas du tout de dégradation de coût du risque. On voit une top line plutôt stable. On pense que alors évidemment, on sait du pic, mais on voit pas du tout de dégradation des revenus. On voit une profitabilité qui va rester ancrée entre 10 et 15%.
On a des coussins de sécurité assez monumentaux, que ce soit en termes d'excess capital, en termes de qualité d'actifs ou de capacité à absorber des pertes. Donc pour le coup, on est très très favorable au secteur financier. Et notre vue, c'est que potentiellement les financières pourraient traiter à l'intérieur des corporates en termes de primes de risque, ce qui ne s'est pas vu depuis longtemps. Il y a cette trajectoire fondamentale qui est importante. Et puis il y a quelques facteurs techniques qui pourraient aider. C'est-à-dire qu'on s'attend quand même à un supply, en tout cas une offre de crédit beaucoup plus importante, notamment sur l'IG. On l'a vu avec les hyperscalers, on a vu Alphabet, on a vu Oracle. Ça amène quand même beaucoup plus d'offres de crédit sur l'IG. Là où sur les financières, finalement, on n'est plus dans un cycle de refinancement. On est sur un marché qui est assez stable en taille. Donc pour nous, ça peut entraîner, je dirais, une compression des spreads des financières versus corporate et peut-être même passer à l'intérieur, ce qui serait loin d'être injustifié d'un point de vue qualité de crédit, d'un point de vue qualité fondamentale. Donc c'est vraiment les deux sous-segments en fait sur lesquels on est plus favorable. L'IG, on pense que on est toujours OK sur l'IG. Disons que on a une vraie certitude sur la partie courte. Sur la partie longue, en fait, il y a quelques facteurs qu'on ne maîtrise pas. On n'a pas une vue forte sur les taux longs. Ils ont rallié récemment. C'est pas impossible de voir une inversion de tendance. Et les primes de risque, disons, ne nous compensent pas, ou en tout cas ne pourraient pas compenser un retournement sur les taux. Donc ça, combiné à un excès d'offres, on ne dit pas du tout que l'IG fera une mauvaise année, mais disons qu'on a un peu moins de certitude que sur les segments hybrides corp et financières. Bien, voilà qui nous éclaire. Alexis, est-ce que vous pouvez nous dire effectivement quel fonds correspond aux stratégies que vous nous avez, enfin, à l'environnement économique que vous nous avez décrit tout à l'heure chez Robeco? Alors le micro, le micro. Effectivement, pardon, je l'avais en tête et puis j'ai oublié. Donc, on a effectivement une stratégie qu'on appelle Credit Income, qui est vraiment une stratégie dont l'objectif est de délivrer un rendement relativement stable au cours du temps, focalisé justement sur ce portage, qui investit sur l'investment grade et sur le high yield, mais avec un biais de qualité plutôt, on va être plutôt investi sur du double B sur le high yield. On a la possibilité dans certains environnements d'aller plus bas, mais c'est vrai qu'en termes de structure, on est plutôt sur cette partie du marché. On pense qui offre des rendements, un couple risque-rendement qui est plus attractif sur le long terme. Et en ce moment, effectivement, je rejoins mes collègues, hein, on continue à privilégier les financières. On l'a dit, les fondamentaux sont très très bons, même si les valorisations, effectivement, ont bien performé depuis plusieurs années. Donc c'est moins attractif en termes de valorisation pure, mais ça reste un environnement qui est favorable. Et on continue aussi à être investi sur des subordonnés, même si là aussi les valorisations ont baissé. Donc on est très sélectif sur le type d'instrument sur lequel on investit. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement un petit peu plus de volatilité sur certains secteurs. On a mentionné la chimie, où il peut y avoir des opportunités. Tout ce qui se passe aussi justement avec certains hyperscalers peut être intéressant aussi. Mais dans l'ensemble, on reste sur un profil où on est vraiment plutôt court en duration. On veut vraiment limiter la volatilité et on pense qu'on est mieux compensé sur cette partie du marché. Et comme je l'ai dit aussi, une poche d'actifs sécurisés, covered bonds, donc plutôt vraiment avec des notations très fortes pour un petit peu sécuriser ce portefeuille. Et on a un objectif de distribution sur portefeuille de 4% sur l'année. On pense qu'on peut atteindre cet objectif et ça reste un environnement qui, pour nous, pour des gens qui veulent justement optimiser un peu leur rendement tout en limitant quand même le risque, puisqu'on a vraiment un portefeuille qui est positionné de façon assez défensive, de façon très diversifiée, avec assez peu d'exposition sur les US, plus sur l'Europe, une bonne partie sur les marchés émergents, où on trouve des opportunités intéressantes aussi, où les fondamentaux restent solides, et on pense que voilà, c'est une stratégie aujourd'hui qui est positionnée de façon optimale pour l'environnement actuel. Vous nous rappelez le nom du fonds? Le fonds s'appelle Robeco Credit Income. Voilà, parfait. Ismaël, vous nous parlez tout petit peu du fonds que vous gérez avec vos collègues, et son nom, Oui. et voilà. Alors, nous, chez DNCA, on est plutôt partisans de la gestion flexible. On pense qu'il faut vraiment avoir des capacités d'agir dans le cycle et donc on va pas avoir une brique entre guillemets statique ou une brique de long terme. On va essayer de s'adapter à l'environnement. Donc nous, dans l'équipe, on gère une stratégie qui s'appelle DNCA Crédit de Conviction. Donc c'est une stratégie crédit flexible sur lequel on va agir à la fois sur le risque crédit,
c'est-à-dire le bêta, les ratings, les secteurs, mais aussi on va agir sur la duration. Et c'est vrai que la duration, c'est un segment dont on parle un peu moins. On en a parlé beaucoup en 2022, un peu en 2023, moins en 24 et pas du tout en 2025. Mais la duration, c'est quand même un élément qui est, c'est la dérivée première quand même d'un fonds obligataire. Donc nous, on gère cette duration de façon assez activement. Donc on a en tête que le cycle ne va pas être aussi stable qu'il n'y paraît. Et dans ce cadre-là, voilà, la gestion flexible, c'est ce qui nous paraît le plus adapté. Je vous ai donné un petit peu les briques de construction du portefeuille actuellement, avec plutôt un cœur de portefeuille investment grade. Alors, on va essayer de chasser un peu du rendement parce que c'est un petit peu le cheval de bataille. Hein. Si à la fin d'un cycle, c'est le rendement qui permet de générer la performance. Mais cela étant, aujourd'hui, on n'a pas le pied sur l'accélérateur. Gestion flexible, ça ne veut pas dire être en permanence hyper exposé sur le high beta. On aime bien aussi les financières, on en a pas mal, mais finalement on a envie de sortir un peu de tout ce qui est consensus en ce moment. Et c'est vrai que les financières, nous on aime bien, on partage tout, mais c'est un énorme consensus dans le marché de dire que les financières vont bien. Donc on a plutôt aujourd'hui envie de shifter un peu le portefeuille plutôt vers des valeurs cycliques qui peuvent bénéficier d'un rebond de croissance en Europe. C'est pour ça que je parlais des valeurs industrielles. Et pareil, pour les obligations convertibles, on pense qu'il y a du rattrapage à faire, mais c'est une poche qui peut être aussi coupée assez facilement. Mais voilà, en fait, pour nous, il va falloir être mobile cette année, une fois de plus. Je crois qu'en intro, vous parliez des fonds à échéance qui ont eu un super développement. Bon, ça reste une grosse masse de marché, ça reste un bel indicateur pour nous. Bon, faut pas oublier que la performance médiane de 2025 de ces stratégies-là, c'est 2,75 et 4,30 en 24. Ça reste relativement faible par rapport à des stratégies actives comme les nôtres ou comme celles de mes collègues. Donc voilà, il faut aller chercher un peu plus loin que le portage, la partie courte et la maturité. Voilà, c'est vraiment le mot. Il faut être flexible. Vous nous rappelez le nom du fonds? DMCA Crédit de Conviction. Voilà, parfait. Alors Thibaut, j'ai compris que votre fonds, c'était pas un fonds flexible, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de ce fonds et puis ce qu'on peut en attendre peut-être pour 2026? Alors, le nom du fonds, c'est Groupama Euro Financial Debt. C'est pas un fonds flexible dans le sens où c'est un fonds long only, mais là où je rejoins Ismaël, c'est que c'est un fonds qui a une allocation très très dynamique. L'idée, c'est pas d'avoir une construction de portefeuille figé, que ça soit à travers les différents segments ou à travers les différents émetteurs. Donc, nous, c'est un fonds spécialisé sur les financières, en particulier sur la dette subordonnée. Il a la capacité d'être investi en AT1 à hauteur maximum de 50%, en tier 2, mais aussi en senior, voire même en dette legacy, qui ont un vrai intérêt dans une construction de portefeuille, parce que beaucoup moins corrélés au bêta de marché, et des calls qui sont basés sur une approche réglementaire. Donc l'idée de ce fonds, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est une allocation dynamique, à travers les segments, à travers les pays. La poche AT1, elle varie entre 30 et 50. Aujourd'hui, on est plutôt sur une borne moyenne à 40%, parce que le début d'année a été assez porteur, avec un resserrement encore des spreads. On sent qu'il y a un peu plus de nervosité. On voit des marchés equity qui sont un peu, je dirais, un peu topiches et un peu plus nerveux qu'ils ne l'étaient. Pour nous, le grand risque, en fait, sur l'ensemble du marché du crédit cette année, c'est plutôt une contagion, en fait. Ça va pas venir, en tout cas en particulier sur les financières, ça va pas venir du secteur financier, mais c'est plutôt une contagion d'un sentiment qui se détériorait sur d'autres classes d'actifs. Donc c'est pour ça qu'on garde une approche totalement libre, entre guillemets, dans notre allocation. L'idée étant de se repositionner, on verrait tout écartement, toute baisse significative sur le marché, en particulier des financières, comme une opportunité de se renforcer. Mais voilà, on n'est pas toute voile dehors en permanence. On a pris une approche un petit peu plus, je dirais, un peu plus prudente, ou en tout cas un peu plus neutre depuis 2-3 semaines. Et je rejoins encore une fois Ismaël sur l'idée d'aller chercher de la valeur en dehors des sentiers battus. Donc la taille de notre fonds nous permet d'aller voir des plus petits émetteurs. On a une dynamique en fait sur le secteur financier européen
hyper intéressante en termes de consolidation. Donc vous pouvez être, alors l'idée c'est de rester bottom-up, c'est-à-dire que vous allez regarder des banques de taille intermédiaire, il faut être vraiment hyper confiant sur le business model, sur la trajectoire, mais disons que cette convergence potentielle des primes de risque et des rendements, elle peut s'accélérer via la consolidation. Et c'est ce qui s'est passé sur plusieurs de nos positions l'année dernière. Et c'est encore ce qu'on privilégie cette année. Pour nous, le nerf de la guerre vraiment sur le secteur financier, c'est cette convergence. Ça a été une convergence d'abord par zone géographique. On a vu l'Europe du Sud, entre guillemets, rattraper son retard sur l'Europe du Nord. Maintenant, la dynamique macro, en plus, est beaucoup plus favorable dans ces pays-là. Et ça a été la même chose, en fait, dans le secteur. C'est-à-dire qu'on a vu des métriques qui se sont vraiment alignés, une vraie convergence, une vraie cohérence, là où on avait une vraie hétérogénéité des datas il y a encore 5 ou 6 ans. Donc ça reste, pour nous, un axe aussi sur ce portefeuille pour aller générer un petit peu d'alpha et un petit peu de surperformance. Si tout se passe bien en 2026, en fait, quel rendement vous espérez atteindre? Nous, on espère entre 5 et 6%, et c'est vraiment en ne prenant pas en compte une potentielle compression des spreads. Oui, Même si les spreads sont au plus bas, il y a toujours un potentiel de compression parce que le marché primaire maintenant est assez borné, on est plutôt en optique de refinancement, il y a toujours des nouveaux acteurs intéressés par les financières, donc on a déjà un support technique qui fait que la compression n'est pas du tout impossible. Mais on ne table pas là-dessus, et simplement sur une optique de portage, on pense qu'un rendement entre 5 et 6% est tout à fait possible cette année. très bien. Bah, écoutez, messieurs, on va se donner rendez-vous à la fin de l'année pour voir effectivement quelles ont été les performances de vos fonds et du marché. Merci à vous trois et à bientôt.